Nous sommes dimanche 5 décembre 2021. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Comme dimanche dernier, je suis sur ce plateau avec Evra Tikasumba. Bonsoir Evra. Bonsoir Christine Machona. J'espère que tu te portes bien. Tout à fait. Quels sont les titres de ce soir? Oui, au programme de cette édition rétrospective de la semaine, nous reviendrons sur les difficultés des transports dans la ville d'Imfondo, dans le département de la Likwala. La cause, l'obstruction de la route à 9 km de la ville d'Enyele par de gros véhicules pris au piège par le mauvais état de la route. Également au programme de cette édition, la reprise du trafic des taxis en Kaï après 2 jours de grève observés par les taximens. Enfin, stigmatisation, discrimination, c'est ce à quoi sont confrontées les personnes vivant avec le VIH au Congo. Nous verrons comment ces mots ont été mis en lumière à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida à Brazzaville. Voilà tout pour le sommaire. Et nous serons ensemble au moins pendant 45 minutes. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité ce soir, c'est sous le thème « S'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun » que le conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville a célébré la journée mondiale du volontariat ce 5 décembre. Une célébration qui marque le lancement d'une formation à l'endroit de 700 volontaires. On en parle avec Donna de Goma et Rolonia Kikele. Au menu de la commémoration de cette journée, la formation de 700 volontaires. Ces derniers s'engagent à renforcer leurs capacités opérationnelles afin d'être plus efficaces dans l'amélioration des conditions de vie des vulnérables. Ces 700 volontaires retenus dans leurs conseils locaux respectifs, qui démarrent cette session de formation ce lundi 6 décembre, bénéficieront de l'encadrement de 60 moniteurs de la Croix-Rouge congolaise, formés en prélude à cet événement. À cet effet, des attestations de fin de formation des moniteurs en premier secours de base communautaire ont été remis à un échantillon d'encadreurs. Tout juste après, un échantillon a été remis à la représentante du 3e arrondissement Poto-Poto. L'action de la Croix-Rouge en son volet formation dans l'œuvre qui se veut actuellement grandiose par le conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville demeure la toile de fond de notre réussite. Cette formation qui ouvre les voies sur toutes les connaissances d'obédience humanitaire est déterminante. Elle renforcera les capacités d'intervention des volontaires pour des effets d'entraînement capables de rendre le conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de la ville de Brazzaville encore très fort, solide et engagé sur le front humanitaire. Comme on peut le constater, le conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville a inscrit la formation en premier secours de base communautaire comme pour marquer sa contribution à la commémoration de la dite journée. L'actualité, c'est aussi la visite de travail de 48 heures au Congo de M. Yang Jianxi, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et directeur de la commission pour les affaires étrangères du comité central du PCC, qui a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pendant 1 heure, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des relations bilatérales entre le Congo et la Chine. On va à présent faire le rétropédalage. Ils avaient prévu démarrer en sit-in illimité devant le palais des congrès pour faire entendre leur voix, mais après échange avec les parlementaires, ils ont fini par annuler ce sit-in. Je parle des retraités, des membres du mouvement des retraités de la CREF qui revendiquent 38 mois de pension impayée. D'abord, le week-end dernier, ils ont été reçus par le président de la Chambre haute du
du Parlement, Pierre Ngolo, puis lundi dernier par la Commission Économie et Finances. Ces négociations qui se sont déroulées hors caméra se sont terminées par un accord. Le président de la Commission Économie et Finances a promis à ces derniers de trouver, je cite, un moyen pour arranger cette situation de finances des retraités de la CREF dont la part octroyée dans le budget exercice 2021-2022 en cours d'examen au Parlement ne répond pas à leurs attentes. Regardez. Ils avaient promis d'organiser un sit-in ce mardi 30 novembre devant l'esplanade du Palais du Congrès en guise de protestation contre le gouvernement de la République qui est, selon eux, à l'origine de leur malheur. Mais les retraités de la CREF, qui accusent 38 mois de pensions impayées, ont dû faire flashback. Ils ont eu une séance de travail avec le bureau du Sénat conduit par son président Pierre Ngolo. Il ressort que le président de la Chambre haute du Parlement congolais leur a demandé de mettre un peu d'eau dans leur vin et de prendre leur mal en patience. Alphonse Lévois, le président de la coordination nationale des associations des fonctionnaires retraités affiliés à la CREF, sur la substance à retenir au sortir de leurs entretiens. C'est ce que vient de dire monsieur le vénérable président, va dans la logique administrative. En fait, il y va aussi de la lenteur de leur administration. S'ils n'avaient pas attendu que nous nous levions nous promettions un sitting, ceci n'aurait pas eu lieu. Nous venons à présent même dans la salle de voir le courrier qui nous était adressé et qui s'est égaré vers la CREF. Ce courrier serait arrivé qu'il n'y aurait pas menace de sitting. Voilà simplement la raison. Donc comme il n'y a plus sitting, le courrier étant arrivé, nous allons sensibiliser nos mandats pour leur dire que le travail commence mercredi au sein de la Commission économique et finances et nous y participerons. Donc la manifestation est suspendue. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on souvent, mais les retraités faméliques ont dû faire recours à leur dernière énergie pour prêter une oreille attentive à la promesse faite. Dossier. Après le président du Sénat, le tour est revenu à la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale d'échanger avec le collectif du syndicat des retraités de la CREF sur la situation des 38 mois des pensions impayées. Le président de la Commission économie et finances, Maurice Mavungo, a promis ensemble de travailler afin de trouver des solutions durables et pérennes. Jumela Bongo, Patrick Ndié et Léonie Tsoum. Avec les membres de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, le porte-parole du collectif du syndicat des retraités, Eugène Bakula, son langue de bois, a étalé leur situation de plusieurs pensions impayées. À cela, ce collectif demande à cette commission qui, en ce moment, examine le budget de l'État, exercice 2021-2022, de revoir la part octroyée à la CREF qui ne répond pas à leurs attentes. Sans quoi, ils vont organiser un sitting illimité devant le palais du Parlement. Après les avoir écoutés, le président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, Maurice Mavungu, a promis trouver des voies et moyens pour cette situation qui date depuis 2016. Nous avons pris acte de ces doléances. Nous avons résolu de travailler maintenant techniquement et ensuite politiquement, pour qu'une réponse durable et donc pérenne soit trouvée à cette question qui revient sans cesse des impayés de nos aînés admis à la retraite depuis quelque temps. En tout cas, au nom du président de l'Assemblée nationale, au nom des collègues députés membres de la Commission économie et finances, la question sera traitée par la Commission. Des débats vont être ouverts avec le ministre des Finances singulièrement pour que une solution soit portée dans le projet de loi de finances 2022 et cette solution sera proposée à l'ensemble des députés lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale qui se tiendra avant le 20 décembre de cette année. Signalons que les pensions de la caisse de retraite de fonctionnaires cumulent 38 mois d'arriérés de pension.
Nous vous avons également montré cette semaine la galère ces derniers jours des chauffeurs de taxi en Kayi. Ils dénoncent la concurrence qu'ils qualifient de déloyale que leur mènent les conducteurs de motos tricycles, communément appelés Wewa. Pour la petite histoire, en Kayi, bon nombre de la population préfère maintenant emprunter des taxis motos simplement parce qu'ils vont dans toutes les directions de la ville et leur prix est revu à 200 francs seulement, ce qui n'est pas le cas pour les chauffeurs de taxis qui ne se limitent que dans les grandes artères de la ville de Kayi avec un prix élevé de 500 francs CFA. Oui, Chrissy Machona, motif, les Wewa ne permettent plus aux taxis de faire la recette. Le reportage en Kayi de Denis Padisson. Depuis un certain temps, la ville de Kayi connaît un nouveau mode de transport en commun. Les tuk-tuk ou Wewa. Des triporteurs embarquant à bord 3 à 4 personnes. Ces engins vont dans toutes les directions de la ville, pourvu que les voies soient bitumées. Et quelle que soit la distance, la course ne coûte que 200 francs. Seulement, les taximens mènent une guerre à ces engins qui ne leur permettent plus de faire des recettes comme il se doit. Effectivement, il y a bras de fer. Il y a bras de fer entre le taximan et le Wewa, les mototricycles à 3 roues, qui un jour on dormait, on a usurpé du néant, c'est le taximan 3 roues qui fait taxi en Kayi, chose qu'on n'avait jamais vue. On reproche au Wewa ou tricycle la mauvaise façon de travailler, c'est-à-dire il transporte des gens. Il fait taxi et chanson à un prix trop forfaitaire à 200 francs, jusqu'à dans le réel. Automatiquement, on empiète de l'autre côté, taximan jaune-blanc. Les conducteurs des Wewa pensent que c'est un faux problème, car il y a des secteurs de la ville où les 500 n'existent pas. C'est que les taximens sont en train de chercher de l'autre côté les chauffeurs de Wewa, c'est pas trop bien, parce que nous on est là pour aider la population. L'essence des taxis fait que la ligne du grand marché, Mabombo. Alors, il y a aussi les autres quartiers qui est beaucoup goudronné. Il y a aussi les goudrons de Kifidji qui attendent. Et les cités-unis, environ des camps militaires jusqu'à vers la gendarmerie, à Minoko, vers les Jackson là-bas. Et encore des services à côté des Mille Mabonzo. Mais là-bas, il n'y a pas d'essence qui part. Les citoyens pensent que les autorités de la ville devraient regarder de près cette situation. Les Wewa aident bien la population dans le cadre du transport urbain. Les Wewa fonctionnent, ça aide la population. C'est des mini-taxis, je vais dire. Avec 200 francs, tu te déplaces. Mais avec le taxi, il te faut nécessairement 500 ou plus. Mais avec la crise, si on écarte les Huawei, ça veut dire que la population va souffrir. Donc il faudrait que l'État réglemente cela, qu'on sache que les taximens ont leur parcelle de pouvoir, mais les routes sont faites pour tout le monde. Les routes sont faites pour tous les usagers. Et il n'y a pas à dire que non, les Huawei vont avoir leur réseau routier et puis les taximens le leur. Nous, la population d'Nkayi, on est d'accord par rapport au Huawei parce que le sens de Mabombo fait seulement sens de Mabombo. Or, le Huawei, tu peux rentrer n'importe où, ça t'amène. Or, Nkayi, tous les jours, Nkayi fait que grandir. Or, on veut que le Huawei circule tous les jours dans tous les sens. Or, que le sens de Mabombo, il utilise seulement spécialement Mabombo. En effet, suite à ce bras de fer, le syndicat des transporteurs et les propriétaires des Wewa se sont retrouvés face au maire pour scruter la question. Conclusion, le maire a demandé que nous puissions faire le protocole d'accord avec eux. On va tirer quelques mesures qui seront étalées ou écrites peut-être sur le protocole d'accord. Et une fois si c'est non respecté, en ce moment, les autorités compétentes vont s'appliquer là-dessus. Attendons tous la suite, tel que promis, pour le bonheur des populations.
Il s'est tenu mardi une causerie débat entre les gestionnaires des écoles spécialisées de Brazzaville, les parents des enfants déficients intellectuels et les membres du conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Oui, Chikas, les trois parties ont discuté autour de la problématique du déficience intellectuelle, mais surtout, il était question de formuler des recommandations sur les préoccupations qui les concernent. Suivez. L'humanité entière célébrera le 7 décembre prochain la journée des personnes vivant avec handicap. Bien avant cette célébration, le secrétariat du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap a organisé une journée dénommée « Rencontre pour une culture partagée sur les expériences avec les enfants déficients intellectuels ». Objectif, permettre aux gestionnaires des écoles spéciales de Brazzaville, les parents d'élèves déficients intellectuels, d'être édifiés sur le concept de la déficience intellectuelle et également formuler des recommandations sur les préoccupations qui les concernent. Prenant la parole à cette rencontre, le directeur général de l'école spéciale Kaz-Émile Rive, Onyange Menga, a présenté à l'assistance les mots qui minent le bon fonctionnement de leur école, notamment la difficulté de payer le loyer, le manque de matériel didactique, pas de subvention du côté du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une doléance bien reçue par le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Jean de Dieu Kouma, qui a promis relayer ces doléances auprès du gouvernement. Nous avons permission de donner des avis sur la situation et la condition de vie des personnes vivant avec handicap. Et nous ne pourrons pas donner des avis depuis nos bureaux. Il est toujours intéressant que nous venons nous rendre compte de la réalité. Nous avions entendu parler de cette école spéciale Émile Rive. Il était question que nous venons voir ce qui se passe, comment ça se passe. Et oui, les difficultés, il y en a. Il y a beaucoup de difficultés qui se posent à ce niveau-là. Mais nous avons pensé que notre mission est d'écouter. Notre mission et également de faire des propositions au niveau de l'État. Ce que je constate, j'ai entendu le directeur parler, aucune autorité n'a pris l'initiative de venir leur rendre visite, en dépit du fait que plusieurs correspondances ont été envoyées au niveau du ministère de l'enseignement primaire, au niveau même des autorités locales. Profitant de cette occasion, Jean de Dieu Goma a remis à titre symbolique un présent aux élèves de cet établissement, après quoi l'assistance a suivi un film sur les enfants qui souffrent de cette maladie. De nombreux cas d'enfants non sortent de la fondation Vision Nouveau En dépit de leur mise en circulation pour la rentrée scolaire 2021-2022, rares sont les écoles qui utilisent des nouveaux manuels de français dénommés Nouveaux Horizons d'Afrique. Ce constat a été fait lundi dernier par l'une de nos équipes après avoir sillonné dans quelques écoles de Brazzaville. C'est un reportage de Auguste Bonazébi. En remplacement des anciens manuels scolaires de français Horizons d'Afrique, l'INRAP, Institut national de recherche et d'action pédagogique, a conçu et rédigé de nouveaux manuels de français pour le cycle primaire dénommé Nouveaux Horizons d'Afrique. Les nouveaux manuels censés être utilisés au cours de cette nouvelle année scolaire 2021-2022 dans le cadre de la révision des programmes éducatifs de l'école congolaise. Cependant, selon les constats effectués dans quelques écoles de la capitale, force est de reconnaître que rares sont les écoles qui utilisent ce nouveau manuel scolaire. Jusque-là, on n'a pas encore reçu ce nouveau programme-là, mais au moins l'inspection du primaire a prévu 2 séances de formation pour tenter un peu de mettre un peu à la page les enseignants de l'école primaire. Bon, au niveau de Camaralaï, nous utilisons, nous appliquons les directives ministérielles. Donc, du CP1 au CM2, on utilise les nouveaux horizons d'Afrique, conformément aux instructions. Pourtant, l'initiative de révision des programmes éducatifs est très appréciée par les enseignants au regard de ses nombreux avantages pour les apprenants. Bon, en tant que pédagogue, pour le changement de programme, cela ne peut qu'être le bienvenu. Parce qu'on ne peut pas traîner 5 ans sur le même programme, c'est pas possible. Donc cela est toujours à notre avantage.
Joseph Bizarre de l'INRAP revient sur la différence fondamentale entre les anciens manuels et les tout nouveaux. Le département ministériel, bien sûr, à l'époque, avait épinglé quelques soucis dans la collection qui existait. Donc il y avait cette question du genre. Aujourd'hui, quand vous regardez toute la collection de la classe de CP1 au CM2, vous voyez que la question du genre est traitée de façon équitable. Donc, on fait allusion autant aux garçons qu'à la fille. Donc, il y a ce grand changement qui s'est opéré au niveau des images même. Avant, vous remarquerez qu'il y avait beaucoup plus de la caricature. Aujourd'hui, vous voyez que les manuels sont tout en couleur, avec des couleurs très, très attrayantes. Et c'est ce que vous voyez, on a essayé de moderniser en quelque sorte ces ouvrages qui, dans les premiers, on avait des images en bichromie, alors que là, vous avez du quadrichromie. Et c'est ce qui se fait ailleurs aussi. Sur ce plan, nous ne sommes pas en retard, bien au contraire, nous sommes arrimés à l'évolution du monde. La distribution de ce nouveau manuel, a-t-il précisé, est assurée par un partenaire et non par l'INRAP, ce qui justifie la présence de ces nouveaux manuels sur le marché, alors que certaines écoles en sont dépourvues. Outre la question de distribution, ce nouveau manuel pose le problème d'imprégnation par les enseignants pour une meilleure transmission des connaissances à travers des séminaires. Mercredi, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion pour le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Monkoki, de rappeler que la maladie existe toujours. Il est important de continuer à se protéger contre le VIH-Sida. Pour cette 33e édition en République du Congo, les autorités ont mis en évidence les problèmes auxquels les personnes vivant avec le VIH-Sida sont confrontées, notamment la stigmatisation et la discrimination. Oui, des mots mis en lumière à l'occasion de la journée de lutte contre le sida. Justement, la cérémonie à Brazzaville a été patronnée par le préfet de Brazzaville en lieu et place du ministre en charge de la santé empêché, Auguste Bonazebi, David Gomez. Témoigner la solidarité aux personnes vivant avec le VIH et faire le bilan de la lutte contre cette pandémie, c'est l'objectif poursuivi par la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée célébrée cette année au niveau mondial sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies ». Au niveau national, c'est le préfet de Brazzaville, Seber Iboko Onanga, qui a au nom du ministre en charge de la santé procédé au lancement de cette journée. Avec à la clé plusieurs activités à réaliser tout au long de ce mois de décembre. Une série d'activités axées entre autres sur la campagne de sensibilisation couplée au dépistage du VIH dénommé Décembre Rouge, des journées scientifiques sur la pandémie, un carnaval dénommé Je connais mon statut. Autant d'activités qui matérialisent le thème national de cette journée, à savoir mettre fin aux inégalités, dépistage et traitement pour tous. En effet, en dépit de nombreux efforts déployés par le gouvernement congolais, ayant permis le traitement antirétroviral de 27 371 personnes vivant avec le VIH, cette catégorie sociale reste confrontée à la stigmatisation et à la discrimination. Les efforts déployés ces dernières années ont permis de mettre sous traitement antirétroviral 27 371 personnes vivant avec le VIH, dont 1380 enfants de moins de 15 ans, et 25 991 adultes de plus de 15 ans en 2020. Cependant, il reste de nombreux défis à relever, notamment celui de la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, les populations clés, ainsi que les questions de genre. Une stigmatisation et une discrimination décriée par une personne vivant avec le VIH depuis 20 ans, dont le témoignage a beaucoup ému le public. Le message du secrétaire général des Nations Unies et celui de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, rendu public à cette occasion, appelle à une action concertée des leaders pour mener efficacement la lutte contre le VIH.
Et puis, un incendie dont on ne connaît toujours pas l'origine s'est déclaré dans une maison d'habitation à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Plusieurs objets sont partis en fumée. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, les flammes avaient commencé mardi aux environs de 16 heures et le feu a été maîtrisé d'abord grâce à une solidarité populaire avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Suivez ce récit de Charville Mabiala. Il est 16 heures lorsque le feu part de l'une de ces 3 habitations le mardi 30 novembre dernier. Nous sommes ici dans la rue Manga, non loin du marché Liputanatolo, au 6e arrondissement Talangaï. Chacun s'est chargé de ce qu'il pouvait afin de venir à bout de cet incendie. Solidarité oblige. C'est grâce à la dextérité de ces derniers que ce feu avait pu être maîtrisé. Un incendie d'origine inconnue qui a fait beaucoup de dégâts matériels. Ces salvateurs ont essayé de sauver quelques meubles, du moins ce qu'il en restait, à l'image de ce congélateur et ses fauteuils, ce jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est le courant, ça a commencé à la première porte. Le feu a commencé là-bas, puis voilà, il vient de prendre toutes les 2 autres portes. C'est moi qui ai débranché, en fait, qui ai débranché le disjoncteur, voilà, qui est disjoncté, c'est comme ça. Là maintenant, le feu est déjà maîtrisé. Ces résidents n'ont eu que leurs yeux pour pleurer et demandent de l'aide aux personnes de bonne foi. Plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. La ville d'Imfondo devient inaccessible par voie routière, ce qui vraisemblablement cause un véritable problème de transport dans cette partie de la République. Et pour cause, l'obstruction de la route 9 km de la ville d'Enyélé par de gros véhicules pris au piège par le mauvais état de la route. David Martial Moussa nous en dit plus dans ce reportage. C'est un spectacle désolant, voire apocalyptique, qu'offre le voyage dans cette partie du Congo. Pas de passage dans l'un ou l'autre sens de la route. Cet unique passage qui permet l'évacuation des biens et personnes est obstrué par 3 gros véhicules. Et la situation dure déjà plusieurs jours, imposant un calvaire sans précédent aux voyageurs, avec à la clé des nuits à la belle étoile, exposées aux dangers de tout genre et sans nourriture. Ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que rester dans la forêt pendant 2 jours, ça ne va pas. Je ne peux pas dire que ça va. Vous voyez vous-même l'état de la route, comme les 3 gros véhicules qui ont barré carrément la voie. Nous, avec les petits moyens, on ne peut pas sortir. Donc, on est obligé d'attendre jusqu'à quel moment. Quand est-ce, on ne sait pas. Le jour que... Donc, nous attendons une bonne solution comme ça, parce qu'on n'arrive pas à sortir. On est là, depuis la frontière. Et depuis, tous les véhicules en provenance ou en partance d'Imfondo, chef-lieu du département d'Anikwala, sont bloqués ici, à environ 9 km de la ville d'Enyélé. Fatigués de vivre ce calvaire, quelques usagers ont, avec des moyens du bord, envisagé ouvrir une piste pour le passage de petits moyens. Nous essayons d'ouvrir une bretelle pour permettre aux petits moyens de passer. Sinon, c'est difficile. Vous aviez vous-même constaté dans quel état se trouve la voie. Tous ont mis la main à la pâte et au bout de 3 heures d'efforts physiques, une solution provisoire a été trouvée. Lorsque nous avions émis l'idée d'ouvrir cette bretelle, nombreux se sont moqués. Mais voilà le résultat. Tout le monde passe maintenant par ici. Toutefois, ces usagers appellent les décideurs à se pencher résolument sur la question du transport qui se pose avec beaucoup d'acuité dans ce département qui souffre de plusieurs maux. Franchement, le transport dans le Douala, vraiment, c'est pas dommage. Tel que je vois là, c'est pas dommage. Si la vie de Douala coûte cher, c'est normal. Parce qu'avec ces conditions-là, c'est pas normal. Un appel, c'est par rapport à nos autorités. Vous voulez que je vous dise quoi? Tout ça, c'est ce que nous subissons. 2 jours dormis dans la forêt, ben, je ne sais pas comment je pourrais dire. On demande un service aux autorités de simple devoir avec les forestiers là, pour arranger un peu la voie. Pour éviter le stress, la musique et la danse ont été entre guillemets de remède.
Et aux dernières nouvelles, on a appris que cette voie de dégagement créée par les usagers a été obstruée par un autre véhicule de gros gabarit qui a tenté de s'échapper par là. Une urgence est donc signalée pour rétablir la circulation dans cette partie du pays. Le bras de fer entre les chauffeurs de taxi et les conducteurs de moto tricycle à Kayi a persisté mercredi. Les chauffeurs de taxi ont déclenché une grève suite à la concurrence qu'ils qualifient toujours de déloyale que leur mènent les conducteurs de moto tricycle. Ce reportage a été réalisé à Kayi par notre correspondant d'Eli Padesson. Suivez. Le bras de fer taxi-Wewa dans la ville de Kayi ressemble désormais à un feuilleton à plusieurs épisodes. Pendant que tout le monde attendait la suite du protocole d'accord entre les deux parties, la ville de Nkayi, au réveil, s'est ressemblée à une ville morte. Aucun taxi dans les rues. Ils ont débrayé une grève générale. Aujourd'hui, les taximans de la commune de Nkayi, nous avons débrayé par suite des motos à 3 pneus. Les motos à 3 pneus, on les a acceptés ici dans la commune de Nkayi. Mais ils ont dû travailler en archique. Voilà pourquoi et ils prennent des distances, ils quittent soit le corps militaire jusqu'à la route nationale avec 200 francs. Voilà pourquoi le taxi en Nkayi est noyé. Ce n'est pas tout. La situation a pris une allure violente. Les Wewa qui ont osé faire le tour de la ville ont été pris à partie par les taximens. En tout cas, j'ai quitté le grand marché pour déposer les passagers à Mabombo. Arrivé juste à l'église protestante Vouvoula, il y a un groupe de chauffeurs qui m'ont arrêté, ont fait semblant d'être des passagers. Aussitôt, ils m'ont arraché les contacts. Et tout à coup, j'ai été surpris par des pierres. Donc la paraphrase cassée et on m'a même tabassé. J'ai même eu un impact au genou là. Les autorités, comme convenu, se sont retrouvées au centre culturel avec les deux parties. Préalable, pour statuer sur le protocole d'accord, le bureau du syndicat des transporteurs doit d'abord ramener les chauffeurs à la raison et commencer le service. Pas question, disent les transporteurs à leurs représentants impuissants du statu quo. Mais, pour tout et en tout, c'est la population qui en pâtit. À mon avis, je pense que ça n'a pas de sens. Parce que le président de la République a toujours prôné pour la paix dans notre pays. Pour qu'il y ait la paix, il faudrait que les gens puissent se débrouiller, d'avoir quelque chose à n'importe quelle heure. Les taxis aussi sont ensemble, c'est en commun accord entre le transport et les taximens. On ne peut pas refuser les Wewa pour privilégier seulement les taximens. Toute personne ne peut pas prendre un taxi s'il a que seulement 150 ou 200. Non, qu'on laisse le Wewa circuler, c'est même une bonne chose. La situation des taxis et Wewa dans la ville de Nkayi nécessite d'être rapidement réglée pour éviter des débordements. L'aire de transit des ordures ménagères de Makalamba à Dolizi dans le département du Niari est débordée des détritus, ce qui cause la pollution environnementale au quartier Bakongo dans le premier arrondissement Fundu Fundu. Les détails avec Demontez Mavungu et Aurélien Zengi. Le site de Makalamba à Dolizi dans le département du Niari, créé pour recevoir les déchets ménagers de transit, est quasiment devenu un dépotoir définitif. Cette aire de transit des ordures ménagères devient un véritable casse-tête chinois aux yeux des populations riveraines qui vivent quasiment dans une pollution environnementale. La raison, le manque d'entreprises, des services municipaux engagés pour vider cette poubelle en vue de la cheminer vers le dernier site retenu à cet effet. À la vérité, les ordures ménagères sont déversées dans cette concession seulement il y a quelques semaines. La municipalité n'a pas fait son travail de ramassage, ce qui justifie la présence débordante de ces ordures jonchant à l'extérieur de l'aire de transit des ordures ménagères ATOM en abrégé. Depuis quelque temps, ces ordures sont déversées dans la rue parce que
la raison évoquée, et selon laquelle la mairie n'a pas de moyens de transport. Or, quand ce site avait été construit, cet atome, c'est-à-dire l'aire de transit des ordures ménagères, il était question qu'on déborde ici et on amène hors de la ville. Le site est à 24 km d'ici. Mais il se trouve que depuis un certain temps, lorsque l'intérieur est rempli, on déverse dans la rue et ça dérange la population. Les autorités compétentes devraient voir ce problème car il va de la santé des populations. On ne comprend pas. Ou on veut de notre réussite, ou on veut nous contaminer de maladies. Parce que comme ça, là, c'est pas gentil. Vous-même, vous regardez là. Regardez. Maintenant, là, nous qui sommes dans les alentours, là, on ne peut même pas mettre quelque chose dehors. Sinon, on est entouré de mouches. L'odeur, là, quand ça pue, là, dès que le soleil va sortir, là, c'est grave. Nous sommes là, non, on nous oblige seulement de faire la vaccination contre le coronavirus. Et ça, là, ça nous ramène à quelle maladie? Ça. Il y a seulement le corona qui est maintenant à la une. Mais cette saleté-là, nous allons où? Nous allons vivre comment? Enfin, la municipalité de Dolisie devra s'impliquer à fond pour assainir cet environnement, car les populations de cette partie du premier arrondissement de la ville de Dolisie, Fundu, n'en peuvent plus. Après Dolisie, repartons en Kayi où le trafic des taxis a repris tard dans l'après-midi jeudi. Entre-temps, la nature n'aimant pas le vide, les taxis-motos ont bondi sur l'opportunité des 2 journées de grève observées par les taximens pour assurer le transport intra-urbain. Reportage en Kayi de Denis Padisson. C'est dans cette atmosphère des huées que les taximens ont timidement repris la circulation ce jeudi 2 mai dans les rues de la ville de Nkayi. Cette grève, vraisemblablement boudée par la population, a créé un espace aux taxis-motos qui n'étaient spécialisés que dans les périphéries et les champs. Aujourd'hui, on nous voit sur le marché parce que la population est en crise. Les taximens ne travaillent pas. Et nous, étant taximens qui font taxi-moto dans les sites agricoles, les mamans sollicitent également de leur rendre au marché pour vendre un peu quelque chose qu'ils amènent. Nous obéissons à cela. Voilà le mobile qui nous amène ici. Du coup, nous sommes en train d'éduquer les chauffeurs parce qu'on ne peut pas voir le maman chauffeur d'aller au pied. On a voulu faire ça pour aider les mamans. Et comme il fait rester à la maison, qu'ils restent à la maison, ils mangent à la maison. Nous, comme on veut aider les mamans, on préfère de faire ça pour aider les mamans. Donc on n'a plus d'autres choix à faire. Le trafic des taxis a repris. Qu'est-ce qui a été conclu par la commission de gestion de la crise? Mais pour décrisper le climat, parce qu'il faut aussi gérer les affaires de l'État avec sagesse, nous avons pensé que Nkayi n'était pas une ville exposée dans un certain comportement. Nous avons mis de l'eau pour calmer le jeu, notamment on a demandé aux taxis et aux tricycles de suspendre pour le moment leur trafic, le temps que nous remettons encore en ordre les itinéraires à adopter le coût qui est également décidé par une délibération du Conseil. Donc nous avons demandé aux taximens maintenant de reprendre le trafic, ce qui se fait maintenant, et on a travaillé pour définir les itinéraires et également déterminer le coût de ce que vont faire les 500 et le coût de la course qui est connu également par une délibération du Conseil dans la ville. Donc ce qui va être fait, et je crois qu'après ça, il n'y aura pas de problème, on va appliquer ce qui est du ressort également d'une délibération du Conseil. Donc c'est une loi de l'État local, on ne peut pas également faire autrement. Tout le monde va être assujetti à ce que nous allons faire aujourd'hui. À tous, il faut rappeler que le gouvernement milite pour le bien-être de la population. Il faut y réfléchir. Retour à Brazzaville pour parler de la situation du personnel de santé de l'hôpital général de Nkombo-Matari. Ils avaient été présélectionnés pour être intégrés à l'hôpital général de Nkombo-Matari, mais depuis lors, ils n'ont aucune information sur leur processus d'intégration. Alors, impatient, ce personnel de santé a rendu public une déclaration. Suivez les détails. Ça fait un bon moment que déjà le projet a été investi. Donc le chef de l'État
a bien voulu, organiser par son projet, construire des hôpitaux dans les 12 départements. Cela dit, ce qui nous emmène ici, c'est que nous avons été présélectionnés, donc pour le recrutement. Et bizarrement, quand on vient, on n'a pas d'informations fiables et viables. Donc tout ce que nous demandons, c'est que parce que déjà, on a eu une information qui nous a emmenés ici aujourd'hui, hier, depuis le site de l'hôpital général de Nkombo-Matari, mais sur les lieux, on nous dit que cette information elle est fausse, que le site avait été piraté. Nous voulons avoir des informations fiables, savoir que si on ne peut pas avoir cette information par le site, où est-ce que nous pourrons l'avoir cette information? Vous savez, c'est aussi un ministère. Et cet attroupement-là, c'est pas toujours bien. Il y a aussi la maladie dans le pays. Donc on veut des informations et c'est tout ce que nous réclamons. Vraiment, nos doléances s'adressent auprès du chef de l'État et de son gouvernement. Merci. Deux membres du gouvernement au chevet de la petite fille Ursia Panzou, souffrante d'une tumeur et admise au service de cancérologie du CHU de Brazzaville. Irène Marie-Cécile Mboko Kibanza des affaires sociales et Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire sont allés s'enquérir de la situation sanitaire de cette patiente qui nécessite une évacuation pour des soins appropriés à l'étranger. Suivant. L'aide concernant les soins de la petite Ursia Panzou souffrant d'une tumeur à l'œil droit admise au CHU de Brazzaville se poursuit. Le ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, Marie-Cécile Mboko Kibanza, et de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, étaient au chevet de la petite pour un geste de solidarité. Ils ont remis une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé. La ministre Marie-Cécile Mboko Kibanza sous le mobile de la visite. Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, scolaire, primaire et secondaire qui est là avec moi, nous avons voulu rendre visite à la petite et puis puisque les traitements ont commencé et apporter ce que nous pouvons. Nous avons pu réunir pour cela. Clash Miananzambi, président de l'association Club Jeunesse Consciente qui facilite la prise en charge sanitaire de la fille, parle de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Nous avons commencé avec la chimiothérapie parce qu'au départ nous avons pu récolter des fonds des donateurs, des personnes privées, mais par la visite encore de la ministre des Affaires sociales et le ministre de l'Enseignement, leur soutien aussi, nous remercions cela. Mais sinon nous avançons, sinon nous avons eu un grand retard. Mais en ce moment, le CHU a pris le cas de Ursia Panzou, a fait de ce cas une priorité. Et nous venons tous les jours pour assister, pour accompagner, parce qu'il y a des examens à faire du jour au lendemain, il y a des ordonnances, des produits à acheter. Mais pour l'instant, je pense que l'enfant se porte mieux. Nous avons commencé le traitement. Et donc le reste des informations suivront après chaque étape. Espérons qu'avec cette aide, la petite Ursia Panzou trouvera les soins nécessaires pour son rétablissement. C'est la fin de ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Restez avec nous. L'actualité continue dans quelques instants avec la lecture des journaux.
Bienvenue dans ce kiosque à journaux. Si vous venez de nous rejoindre, on va parler régie financière. Menace de grève à la direction générale du budget. C'est avec ce titre des dépêches de Brazzaville du vendredi 3 décembre que nous démarrons la lecture des journaux sur notre table Chikas. Oui, Chrissy Machona, selon le quotidien, le syndicat des travailleurs de la direction générale du budget a annoncé son intention d'aller en grève à compter du 9 décembre. Il réclame le paiement de 11 mois de primes de traitement de salaire des commissions relatives à l'élaboration des conditions de travail. Les dépêches de Brazzaville signalent que les autorités de tutelle déclarent pour leur part être disposées à recevoir le syndicat pour des discussions afin de préserver la quiétude au sein de l'administration. Une délégation des syndicalistes a déjà été reçue le 30 novembre par la direction générale du budget qui veut maintenir les caps sur les discussions à en croire le quotidien. Pénurie d'électricité et d'eau au Congo-Brazzaville, le sujet a intéressé le bimensuel d'investigation, d'analyse et d'information générale, le Troubadour, qui écrit à sa une ce que les Congolais pensent des principaux responsables de ces deux secteurs vitaux. Oui, le Troubadour relate qu'en dehors des délestages réguliers connus des Congolais, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait une coupure intempestive dans la fourniture d'électricité. Celle-ci dure souvent plusieurs heures. Le confrère poursuit et déclare que la situation n'est guère enviable pour ce qui est de la fourniture d'eau. Dans la suite de cet article, le Troubadour explique que dans beaucoup de quartiers, les robinets ne ressemblent plus qu'à des vestiges d'une époque où l'eau coulait régulièrement et pourtant ces deux entreprises ont été privatisées. Ce qui avait donné aux Congolais l'espoir d'une amélioration dans leurs prestations, renchérit le confrère. Et ces derniers jours, la situation s'est empirée, mettant à rude épreuve les nerfs des Congolais. Le Troubadour est descendu dans les rues pour recueillir les sentiments de quelques citoyens qui pensent que les deux directeurs généraux sont loin de la réalité des clients, de leurs clients. Alors, de son côté, la souveraine africaine est revenue sur la célébration des 63 ans de la proclamation de la République. Chrissy Machona, Congo, la République a célébré ses 63 ans dans la sobriété, titre la semaine africaine à la une de sa dernière livraison. Le Biebdo, tout comme le Patriote, sont revenus sur l'évocation du Premier ministre Anatole Kolde Makosso, disant, je cite, « Regardez aujourd'hui vers ce jour glorieux, c'est une source de joie et d'espérance. » Fin de citation. Le confrère donc, le Patriote, lui poursuit en ces termes, « La République a soufflé les 63 bougies de sa proclamation le 28 novembre 2021. On retient de cette évocation du Premier ministre que la République reste encore une conquête. C'est pourquoi le chef du gouvernement exhorte les générations actuelles à la défendre et à transmettre ses valeurs aux générations futures. Parlant du coronavirus, le Premier ministre, tout en réitérant donc l'appel du gouvernement au respect des règles de prévention, il invite ses compatriotes à se faire vacciner. C'est le passage indiqué pour bouter le Covid-19 hors du Congo et retrouver une vie sans restriction. L'intégralité du discours donc à lire à la page 3 de ce journal, Le Patriote. On va à présent prendre le journal Le Patriote qui parle des obsèques forcées de l'opposant Guy Brice. Parfait, Kolela. Le Patriote rapporte que l'ultimatum de l'Institut médico-légal de Paris, où est conservé le corps sans vie du feu président de l'Union des démocrates humanistes UDH Yoki Guy Brice Parfait Kolela, a été lancé le 22 novembre dernier à Paris, en France. Le communiqué y est relatif et signé de Jean-François Michard, directeur adjoint de cet institut, qui exige aux parents de procéder à l'inhumation ou à la crémation avant le 7 décembre 2021. Toujours d'après ce journal, la lettre qui en fait état est adressée à sa fille, donc à la fille de l'illustre disparu, la nommée Gloria Stella Kolela. Le Patriote boucle cet article en espérant que cette fois-ci, la famille Kolela s'entendra pour accorder enfin la tranquillité à l'âme d'un frère qu'elle aura chéri toute sa vie.
Alors, entre querelle et manipulation, que va devenir la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela d'ici le 7 décembre prochain? C'est le titre du journal Polélé Polélé. Selon Polélé Polélé, entre querelle interne, manipulation, la situation de celui qu'on appelait affectueusement Paco s'enlise et laisse désormais planer l'incertitude sur ses obsèques. Le confrère relate que c'est un véritable rebondissement dans l'affaire des obsèques de Guy Brice Parfait Kolela. Après les tergiversations de la famille, les autorités françaises reprennent la main sur les dossiers des obsèques de l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela. Dans une lettre datant du 22 novembre 2021 adressée à la fille du défunt, Jean-François Michard, directeur adjoint de l'Institut médico-légal, exige d'organiser les obsèques de l'illustre disparu au plus tard le 7 décembre. Alors, Tchikas, c'était le dernier titre de notre revue de presse. Merci à toi pour cette lecture des journaux. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Votre fidélité à la chaîne du Bassin de Congo nous rassure. Restez branchés sur notre chaîne et portez-vous bien.